De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le 1er décembre 2017 et c'est parti pour De quoi je me mêle. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve, une heure entière dédiée à l'actu high-tech de la semaine, que vous pouvez retrouver sur rmc.fr pour la version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Victor sera là avec une sélection de produits, d'objets connectés pour la maison. On va parler de caméras de surveillance avec ou sans fil, mais aussi de systèmes pour piloter sa maison à distance. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir passer à la maison connectée, à la Smart Home. On en parlera tout à l'heure avec Victor. N'oubliez pas la page de quoi je me mêle si vous voulez discuter avec nous. Et le hashtag DQJMM sur Twitter pour réagir au sujet qu'on va évoquer maintenant, puisque c'est l'heure du Club de la Presse IT. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Le Club de la Presse IT avec aujourd'hui Eric Le Bourlou. Bonjour Eric. Bonjour. Rédacteur en chef de 01net.com. Comme chaque semaine d'ailleurs, vendredi, vous le savez, le vendredi c'est Eric Le Bourlou. C'est un peu ça. Et nous avons aussi Emmanuel Paquette qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Qui est journaliste à l'Express. Vous le savez, Emmanuel traite de toute l'actualité, des nouvelles technologies et aussi dans le domaine de l'éco et des médias, entre autres. Télécom et défense aussi. Télécom et défense, voilà. Donc... c'est quand même un panel assez large avec Emmanuel. Aujourd'hui, on va parler justement tout à l'heure de Uber, qui est une entreprise géniale. Si vous utilisez tout comme nous au quotidien Uber, c'est vrai que ça a complètement bouleversé la manière dont on se transporte d'un point à l'autre. Les taxis seront pas forcément d'accord avec moi peut-être, mais c'est un fait. Mais vous verrez que Uber a quand même quelques casseroles derrière ces VTC. On va en parler dans un instant. On va évoquer aussi Huawei qui essaie de se mettre au niveau d'Apple avec un système de reconnaissance faciale qui ressemble étrangement au True Depth. Mais pour débuter, Eric, on va revenir sur cette faille majeure sur macOS qui a été débusquée cette semaine. Oui. On crie, en tout cas Apple crie que évidemment la sécurité c'est la priorité d'Apple, etc. Dans tous leurs devices, dans tous leurs appareils. Bien, cette semaine, ils ont fait un peu profil bas visiblement. Oui, parce que la faille qui a été découverte cette semaine, elle est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu violent quand même. C'est même, on peut se dire, c'est carrément la honte pour Apple d'avoir un truc pareil qui est possible sur un ordinateur qui se veut extrêmement protégé. En quelques mots, cette faille consistait simplement à vous connecter sans mot de passe sur un Mac en tapant root, soit on va dire le nom d'utilisateur par défaut d'un super utilisateur sous Unix. Donc vous tapiez root sur votre Mac, vous appuyez sur entrée. Alors la première fois ça marchait pas, la deuxième fois, hop, vous arriviez sur une session administrateur de la machine. Donc ce qui veut dire que vous aviez tous les droits sur cette machine. Donc vous pouviez éventuellement récupérer, par exemple, les mots de passe via le keychain d'un autre utilisateur. Enfin bon, bref, c'était une faille de sécurité majeure. Et ça, c'était sur tous les Macs avec macOS Sierra. Le High Sierra, oui, la dernière version, ce n'est pas disponible avant. Alors, c'est pas exactement sur tous les Macs. Par exemple, ceux qui avaient chiffré leur disque dur, ça ne marchait pas. C'était mon cas, par exemple. Mais pour vous dire, Eric. Effectivement, quand même, c'était assez violent. C'est assez violent, quand même. Oui, surtout que c'est quand même une erreur complètement basique, quoi. Enfin, on peut se dire que, juste, ils n'avaient pas configuré de mot de passe dans macOS pour l'accès root, tout simplement. Donc, faut, en fait, après, corriger ce bug était simple. Il suffisait d'ajouter un mot de passe root à la machine. Mais c'est énorme d'avoir laissé ça passer. Alors, c'est tellement énorme que Apple s'est même fendu d'un petit communiqué de presse. Oui, et d'habitude, ils sont très amazing, très wonderful. On fait les meilleurs produits. Là, ils ont quand même fait profil bas. On est désolé. Franchement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Excusez-nous. Enfin bref, c'est vrai, Emmanuel. Là, alors c'est pas la première faille de sécurité qu'il y a sur un Mac, en tout cas sur leur OS. Mais là, c'était quand même un peu, comme l'a dit Eric, un peu violent. Oui, parce qu'effectivement, c'est même Edward Snowden, donc l'ancien consultant de la NSA, qui est parti maintenant se réfugier à Moscou après avoir volé quelques informations sensibles. Se réfugier, c'est le mot. C'est ça, exactement. a tweeté en disant, écoutez, c'est comme si vous étiez en face d'une porte qui était fermée à clé et vous tourniez plusieurs fois la serrure, enfin la porte, et puis vous arrivez à entrer. Exactement ça. Et donc c'est vrai que c'est énorme en termes de sécurité, surtout pour une société comme Apple qui généralement fait très attention à ce genre de choses. L'autre chose qui est assez étonnante, c'est le chercheur qui a trouvé cette faille, qui l'a dit publiquement.
Généralement, c'est pas le processus. Le processus veut que, disons, un chercheur qu'on appelle un white hat, donc un hacker éthique, quand il trouve une faille, il se tourne vers la société, il l'informe de la faille de sécurité. Et en toute confidentialité, bien sûr. En toute confidentialité, il lui donne généralement 15 jours, 3 semaines pour essayer de patcher le trou, pour essayer de fermer cette faille. Et après, il peut communiquer. Voilà. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, je pense que derrière, ça souligne aussi quelque chose d'un peu plus profond, c'est le lien d'Apple avec la communauté des hackers, qui est une communauté qui a toujours eu des relations un peu compliquées avec Apple. Oui. Apple, par exemple, n'a jamais fait de bug bounty, vous savez, où on fait appel justement aux hackers éthiques pour qu'ils testent la sécurité. Ce que fait Google, ce que fait Microsoft d'ailleurs depuis très longtemps. Et on les rémunère en conséquence s'ils trouvent des failles de sécurité ou pas. Et puis ça permet de se mettre de son côté, en fait, d'éventuels ennemis aussi. Exactement. Et ce qu'a fait Apple quand même, excuse-moi je te coupe, mais souvent avec l'iPhone et iOS, on voit que l'iPhone a été pendant de très nombreuses années très souvent jailbreaké. Là, il est de moins en moins. On a l'impression que Apple achète petit à petit, on va dire, l'ingéniosité de tous les hackers qui avancent Oui, mais c'est vrai que comme on dit, c'est vrai qu'il y a quand même, c'est pas vraiment la love story entre Apple et le monde de la sécurité. Autant Microsoft a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup critiqué Microsoft à une époque pour dire Microsoft les soft Windows sont des passoires, etc. Mais ils ont fait un travail en amont énorme avec les chercheurs en sécurité, les hackers, que n'a pas fait Apple. Donc Apple, effectivement, aujourd'hui, et notamment sur macOS, ça c'est une faille énorme, mais il y a eu beaucoup de failles sur macOS qui ont été assez gigantesques ces dernières années. Contrairement à ce qu'on peut penser, Apple... Ça démontre quoi? C'est de l'amateurisme? C'est que Apple n'a pas le même passif que Microsoft avec les failles de sécurité aussi. Tout ce qui s'est passé avec Windows, je ne sais pas si vous vous souvenez, les années 2000. Microsoft est un peu vacciné, on va dire, alors que Apple ne l'est pas totalement. Exactement. Et effectivement, par contre, maintenant, Apple est beaucoup plus populaire qu'à une époque. Les Mac aussi progressent. Effectivement, ça intéresse davantage les hackers de s'attaquer à Apple. Et Apple, effectivement, n'a pas cette culture du bug bounty. Comment faire pour améliorer sa sécurité. C'est pas forcément... Alors oui, Apple est une entreprise qui veut défendre la vie privée des gens, mais en revanche, la sécurité n'est pas toujours sa priorité, notamment sur macOS. Et c'est vrai que là, on le voit typiquement, ce bug est juste le reflet de tout ça, quoi. Alors, il a été très vite corrigé. Oui, alors ça, on peut le dire. Pour tous les possesseurs de Mac, voilà, mettez au moins pour ça. Si vous avez un Mac avec la dernière version de macOS 10, pas de souci. Il faut accepter la mise à jour. Il faut faire la petite mise à jour qui est d'ailleurs pushée de façon assez violente sur les Mac. En revanche, ce qui est drôle quand même, c'est que si vous faites cette mise à jour, vous allez avoir un nouveau bug parce que en fait, peut-être que c'est à cause de la pression qu'ils ont eu, la rapidité avec laquelle ça a été fait. C'est-à-dire que ça peut, dans certains cas, empêcher les partages réseau. Il faudra. Donc c'est un petit bug qui apparaît. Donc si vous n'avez plus de partage réseau, de connexion réseau à votre Mac après l'application de ce patch, il faut faire une petite, on l'explique sur le site, il faut faire une petite... Tout est expliqué sur zeronet.com. Oui, il faut aller dans le terminal, faire deux, trois lignes de commande et puis c'est réglé. Mais enfin bon, voilà. Voilà, c'est même les plus grands trébuchent. Oui. C'est ça, on peut le dire. Oui, sauf que je pense qu'effectivement, on leur laisse pas beaucoup la part d'erreurs, entre guillemets, qu'on peut concéder à d'autres, puisque justement, ils ont une relation compliquée avec les développeurs et les hackers. Et en l'occurrence, même quand ils ont lancé leur premier bug bounty il y a maintenant 2 ans, ils ont donné tellement peu d'argent en guise de rémunération, c'est-à-dire au maximum $200 000 pour une faille, quand Google, l'an dernier, a donné $3 millions en comparaison, et qu'ils ont beaucoup de cash pour le coup. Et du coup, les développeurs n'ont pas joué le jeu, ne sont pas mis que sur le bug bounty. Donc on voit que les relations sont tellement tendues que maintenant, dès que les hackers éthiques arrivent à les tacler entre guillemets en direct et publiquement, et ils s'en privent pas du tout. Et voilà. Et le résultat, ça a été que c'est qu'on en parle aujourd'hui et le monde entier en parle. On enchaîne avec Huawei, Eric. Oui. Huawei qui, on le sait, talonne Apple dans tous les domaines. Et d'ailleurs, c'est très amusant d'assister à une conférence, une keynote Huawei, où il y a toujours la comparaison entre le dernier bébé de Huawei et l'iPhone, alors le 10, oui, ça cache pas, le 8, enfin voilà. Et puis alors là, c'est sanglant, il y en a partout, parce que forcément le Huawei est meilleur que l'Apple quand il y a ces comparaisons. Et on sent que Huawei a eu du mal à digérer la reconnaissance faciale qui a été inaugurée en fait sur l'iPhone 10, et visiblement ils veulent rattraper leur retard.
Oui, ils veulent rattraper leur retard. Ils font une copie, on va dire ça. C'est une copie du système Face ID qu'ils proposent. Alors c'était en marge de la présentation d'un nouveau smartphone Honor. Ce ne sera pas sur ce smartphone, mais dans des smartphones qui vont arriver sans doute l'année prochaine. C'est un Face ID-like qui est, selon Huawei, beaucoup plus performant que Face ID lui-même. Ça suffit pas plus de sécurisé. Faire le même. Exactement. Mais en fait, ce qui est étonnant quand même, c'est que c'est exactement la même chose. C'est le même capteur de profondeur, le capteur infrarouge qui va, on va dire, faire un mapping de votre visage, mais pas avec 30 000 points comme le dit Apple, mais avec 300 000 points. Donc là, c'est carrément, selon Huawei. Vous mettez 10 fois plus, s'il vous plaît. C'est ça. C'est selon Huawei beaucoup plus performant, évidemment. Personne ne l'a essayé, donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est effectivement le cas. En revanche, ce qui est marrant, c'est que même sur les usages, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la technologie et la reconnaissance faciale, mais même sur d'autres usages, on sait que ce qui a beaucoup amusé tout le monde avec l'iPhone 10, c'est les Animoji. Huawei a aussi ces Animoji et ils sont évidemment meilleurs que ceux d'Apple, puisque là on le voit si vous êtes en version vidéo, on peut voir ceux de Huawei sur le côté et qui sont bien plus détaillés, avec un vrai panda qui fait bien plus de grimaces que le pauvre singe d'Apple. Écrit en chinois, on a l'impression d'assister à une démo Apple, finalement, là, avec les Animoji. C'est vrai que c'est bizarre. Mais ce qui est incroyable, c'est que Huawei effectivement suit à la trace en plus, ce que ils font fait ça en Apple. toute décontraction. Exactement. Pour eux, voilà, pas de problème. Pas de souci. Ils sortent un Face ID, et on va sortir un Face ID. Il n'y a pas de problème. Voilà. Nos soucis. C'est dingue, Emmanuel. Et puis en plus, ça prouve aussi la puissance aujourd'hui d'un Huawei qui, a décidé de. Alors, je crois qu'ils ont doublé Apple en termes de volume, je crois. Mais bon, voilà. C'est vraiment Apple et la boîte, le constructeur à battre, quoi. Oui, alors moi je pense qu'il y a deux choses. Alors je suis pas certain du deuxième point. Le premier, c'est assez sûr, c'est que après avoir essayé de copier les Américains en termes de design, de fonctionnalité, l'idée c'est maintenant de rentrer dans du soft, parce que là on est bien quand même dans du soft avec de la reconnaissance de visage. Ouais. Et la Chine n'a jamais été très connue pour être très forte en termes de software. Donc on voit que c'est un virage quand même assez important. Après le hardware, maintenant on voit bien qu'ils sont quand même à niveau quasi équivalent de ce que fait Apple. Ils arrivent maintenant sur le soft, et on va voir s'ils arrivent à intégrer aussi bien du software fait par eux-mêmes que Apple le fait depuis maintenant des années et des années. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est une analyse un peu politique, et j'ai peut-être totalement tort, mais je vous la donne, c'est que la reconnaissance faciale ne pouvait pas être lancée par Huawei, tout simplement parce que Huawei est une entreprise chinoise, que la reconnaissance faciale dans un pays autoritaire, pour le coup, peut être vue justement comme une violation de la vie privée, enfin en tout cas comme allant plus loin dans la vie privée et notamment de fichage des Chinois. Si une démocratie ils auraient été sous le feu des critiques, c'est ça? Je pense. Et je pense que quand c'est une société américaine qui le lance, donc dans un pays démocratique, eux peuvent suivre derrière. Ils ouvrent le chemin. Apple a ouvert le chemin, nous on peut y aller derrière. Exactement, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés chinoises aujourd'hui qui ont des systèmes de reconnaissance faciale très développés dans le domaine de la sécurité intérieure chinoise, notamment pour les forces de police, pour les forces de renseignement. Donc s'ils le font à retard, je pense que c'est lié plutôt à une question d'image. Voilà. Et on sait que Huawei travaille énormément son image. Il suffit de voir les progrès technologiques et la progression dans la qualité des appareils ces dernières années. Aujourd'hui, à la rédaction de ZeroNet, on a testé récemment le Mate 10 Pro, qui est un téléphone qui n'a rien à envier au très haut de gamme des concurrents. C'est d'excellents smartphones, voilà, complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que disait Manuel sur la sécurité, parce que c'est vrai que Huawei étant une entreprise chinoise dirigée par un général, le général Huawei d'ailleurs, effectivement de la protection des données sur ce que vous allez intégrer dans votre prochain Huawei comme sur votre visage, quand même, vous allez voir. Ça, c'était le point number one de ce qu'a fait Apple sur Face ID. Vous inquiétez pas, votre visage n'est pas transmis sur nos serveurs, ça reste en local, etc. Je ne sais pas je n'ai pas de détails sur ce que Huawei compte faire à ce sujet. On attend justement que Huawei rentre un peu dans les détails sur cette techno. Exactement. Ouais. Pour l'instant, c'était une belle annonce, voilà, mais il faut voir les détails maintenant. Voilà, alors on ne sait pas quand ça sortira. On peut imaginer que les premiers téléphones arriveront. Est-ce que ça sera pour le Mobile World Congress C'est bien possible. En tout cas, je pense que l'année prochaine, on va en voir. Ouais. C'est clair, on verra bien. Alors maintenant, on va enchaîner sur Uber. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai que Uber a complètement révolutionné notre quotidien. Si vous avez un smartphone, vous avez sans doute au moins une fois utilisé Uber, qui apporte énormément de confort par rapport au taxi, même si on voit que ça a permis à tous ces métiers d'évoluer. Alors Uber, c'est très sympa, ça marche bien, c'est très agréable à utiliser, mais on se rend compte que quand on creuse un petit peu, et depuis de nombreuses années,
Uber n'est pas une boîte si friendly que ça. Notamment par on va dire, le fondateur de cette boîte, qui s'appelle Travis Kalanick, qui est un personnage quand même un peu haut en couleur. Oui. Qui n'est plus d'ailleurs le patron d'Uber aujourd'hui. Voilà, mais c'est lui le fondateur. Et d'ailleurs, ça a été créé en France, je crois, Uber. Il a eu l'idée en France après la conférence Le Web. Tout à fait, où il s'est dit, mais attendez, il faut trouver un système pour avoir des taxis. Voilà, donc mine de rien, il a quand même réussi son coup. Mais c'est un personnage quand même un peu, on va dire, ambigu, qui est parti maintenant d'Uber parce que, voilà, il en allait de la santé d'Uber, en fait. D'une accumulation de polémiques, effectivement. Mais là, c'est vrai que les polémiques continuent, en fait, malgré son départ. Qui continue, mais là, ça devient quand même assez. Mais qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à ce gars-là pour qu'il parte? Il avait quand même, voilà, il a fait pas mal de trucs un peu bizarres. Moi, je me souviens d'une vidéo où il insultait un chauffeur Uber. Donc, imaginez le fondateur d'Uber qui est dans un Uber, voilà, en tant que client, et qui commence à insulter le chauffeur. Oui, c'est le chauffeur qui lui reprochait effectivement la baisse des des commissions. Oui, c'est un personnage à part qui avait une culture d'entreprise à part, qui a pas mal de casseroles. Il y a eu du harcèlement. Enfin, il y a eu pas mal de trucs bizarres quand même chez Uber, non? Oui, il y a eu ça aussi, effectivement. Ouais. Il y a eu une employée d'Uber qui a carrément, et c'est un peu ce qui a déclenché le départ de Travis Kalanick d'ailleurs, il y a une employée d'Uber qui a fait un long post sur Internet pour expliquer qu'effectivement elle s'était faite harceler par un de ses supérieurs hiérarchiques et que en fait en gros les ressources humaines de l'entreprise avaient un petit peu, on va dire, étouffé l'affaire. Voilà, elle avait publié ça, un très long texte sur Internet, et effectivement ça a un peu précipité le départ de Travis Kalanick et de peut-être. Alors voilà, aujourd'hui Uber essaye de changer son image. Donc nouveau management clean, on va dire. Oui, on le souhaite. Mais là, on ressort en fait les vieux dossiers, j'ai l'impression, non, depuis un moment. Les vieux dossiers, oui. Là, il y a effectivement, il y a 2 semaines maintenant, on apprend qu'il y a eu un énorme piratage d'Uber en 2016. 57 millions de clients qui sont fait pirater leurs données. Donc pas des données essentielles comme une carte de crédit, etc., mais des données personnelles quand même, des données confidentielles de temps à autre. Et Uber a caché ce piratage. Alors on parlait de piratage il y a quelques temps, il y a quelques minutes. Normalement, quand on se fait pirater, on prévient le plus rapidement possible tout le monde pour que tout le monde puisse prendre des mesures. Non, là, le directeur technique d'Uber a dit non, on va étouffer ça, on va tenter d'étouffer ça. Et puis ils ont même payé les hackers qui avaient effectivement piraté Uber pour essayer de dire voilà, les gars, on vous donne 100 000 $. Voilà. Sauf qu'effectivement, là, le nouveau patron d'Uber, c'est tout à son honneur, on peut dire ça, a voulu, quand il a su cette affaire, a voulu mettre ça sur le tapis en expliquant aux gens voilà, l'année dernière, on s'est fait pirater, c'est le directeur technique qui a pris cette décision, donc le directeur technique s'en va. Mais ça continue, voilà. Donc voilà, encore une affaire. Lui, il peut le dire en toute liberté parce qu'il n'était pas là. Donc en fait, vaut mieux qu'il fasse table rase du passé. C'est ça, Emmanuel, en quelque sorte. Là, Uber essaie de se racheter une bonne conduite. C'est Uber, bonne conduite. Pas mal. J'ai même pas fait exprès, les amis. C'est sorti comme ça. Non, effectivement, de toute façon, on le voit bien avec la campagne de publicité qui passe derrière toi, puisqu'ils disent eux-mêmes font un mea culpa. On a fait des erreurs, mais on sera toujours là. On a appris, on promis. On ne fera plus les mêmes erreurs, on a appris de nos clients, on a appris des chauffeurs, parce qu'ils se sont quand même mis à dos une partie des clients, justement, avec le piratage qui a été caché. Ils se sont mis à dos quand même leurs propres conducteurs, les drivers de Uber aujourd'hui, puisqu'ils ont réduit les commissions. Alors maintenant, ils ont compensé, parce que je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez ajouter un pourboire maintenant, en fonction de la course que vous faites. C'est 1, 3 et 5, je crois, de mémoire, euros. Et ça va directement, de ce que j'ai cru comprendre, aux chauffeurs. Ils ne prennent pas une commission sur les pourboires non plus. Non. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que quand vous voyez sur quand vous regardez où va l'argent, la course est enregistrée en Hollande, donc là où ils prennent leur commission. En revanche, le pourboire est enregistré en France. Ah oui, Donc, et je pense qu'il est soumis à TVA d'ailleurs, le pourboire. pas le reste. C'est vrai qu'en Hollande, la TVA, c'est un peu différent. Exactement. D'accord. Et alors il y a eu cette histoire-là, mais il y en a eu une autre qui est tombée là récemment. Emmanuel, tu voulais nous en parler? Oui, parce que en fait, la grande histoire dans l'histoire, c'est une guerre entre Google et Uber. Il se trouve que Google développe une voiture autonome dans une filiale qui s'appelle Waymo. L'une des personnes dirigeantes de cette filiale est partie, qui s'appelait Lewandowski, pour monter une société à part qui s'appelait Otto. Et visiblement, il serait parti avec des documents de chez Google et notamment de cette filiale Waymo. C'est les USB qui traînent quand même. Exactement. Otto a été racheté par Uber.
Et Lewandowski est devenu le responsable du projet voiture autonome au sein d'Uber, notamment avec ces documents-là. Donc Google attaque Uber en justice, enfin Waymo attaque en justice Uber et demande aujourd'hui plus de 2 milliards de dommages et intérêts. Et il se trouve que cette semaine, un ancien employé d'Uber a dit mais ça allait bien au-delà de ça. Il y avait une cellule interne d'espionnage industriel qui était censée remonter des informations sur tous les concurrents d'Uber et sur tous les régulateurs de la planète pour savoir et pour adapter la société en fonction des changements éventuels de régulation qu'il pouvait y avoir dans certains pays et puis essayer de voir ce que faisaient les concurrents. Donc on voit que c'était quasiment une organisation quasi politique au sein de la société avec une entité, en tout cas si c'est avéré. Et le procès Waymo contre Uber qui devait s'ouvrir lundi, du coup, a été repoussé au vu de ces derniers éléments qui viennent enrichir un dossier déjà assez lourd. Ça peut mettre un genou sur le sol pour Uber, cette histoire-là ? Disons qu'aujourd'hui, Uber... 2,5 milliards, enfin bon, je sais pas. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, c'est une société qui a levé beaucoup d'argent, aujourd'hui qui était valorisée 69 milliards de dollars et qui a besoin encore de cash puisqu'ils font des pertes pour continuer justement à vivre. Et il se trouve que des investisseurs aujourd'hui viennent toquer à la porte en disant mais nous, on est prêts, mais pas à 69 milliards, à 49 milliards. Et donc, on voit qu'ils veulent rentrer un tour de table à 30% moins cher qu'auparavant, en se servant justement de tout ça, du procès notamment, et puis qui déprécie en quelque sorte la valeur de la... Exactement, mais l'ensemble des choses dont on vient de parler, c'est-à-dire le piratage, c'est-à-dire les problèmes de harcèlement dont on a parlé, c'est-à-dire aussi Kalanick, qui a aussi un peu planté l'image de la société. Clair. Donc tout ça, les investisseurs en profitent pour essayer de rentrer un tour moins important, notamment SoftBank, qu'on connaît bien en France, puisqu'ils ont racheté Aldebaran Robotics, donc Nao et Pepper. Donc c'est une société qu'on connaît bien en France et qui veulent rentrer au capital d'Uber aujourd'hui. Eric ? Oui, non, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est une entreprise qui a décidé de changer. Donc peut-être qu'effectivement, en jouant sur son image et en changeant son image, peut-être que on va aussi changer notre avis sur cette entreprise. Mais elle collectionne tellement de casseroles que c'est juste impressionnant. Moi, je me souviens, parce qu'on parlait là de cette histoire d'espionnage, je me souviens d'une affaire qui avait opposé aussi Lyft, qui est un concurrent d'Uber aux États-Unis, à Uber, à San Francisco. Et je me souviens très bien de cette histoire, ça remontait déjà à quelques années. On avait appris que Uber avait espionné les chauffeurs Lyft pour pouvoir adapter sa propre flotte à celle de son concurrent. Donc en fait, on voit que effectivement l'espionnage, le fait que effectivement Uber cherche à savoir ce que fait à peu près tout le monde autour de lui. Et même leurs clients, parce qu'il y avait certains il y avait qui ça étaient dans aussi, le top management de Uber avaient une espèce d'appli. Ils appelaient ça le GodView. Le GodView, où ils voyaient toutes les courses faites. Ils avaient et notamment par des VIP. Sur les clients. Un client VIP savait effectivement d'où il partait, où elle allait. Donc effectivement, ils avaient accès. Et d'ailleurs, c'était pas que les pontes. Apparemment, il y avait vraiment beaucoup d'employés qui avaient accès à ça, qui pouvaient s'amuser en fait à traquer. Là, t'as vu, il y a Madonna qui va au McDo. Voilà, les déplacements des VIP ou des non-VIP ou des gens qui pouvaient juste intéresser, quoi. Donc, Madonna qui va à la clinique de chirurgie esthétique encore. Il est ressorti il y a 2 semaines, ça fait beaucoup quand même. Moi, je me souviens aussi de Travis Kalanick qui avait dit ouvertement, moi, mon objectif, c'est de squeezer les chauffeurs. On va vite se dépêcher pour que les Uber soient autonomes. Comme ça, on sera plus emmerdé par les chauffeurs. Le mec, il dit ça, alors que son modèle économique repose sur des personnes qui conduisent les véhicules. Ouais. C'est quand même un truc de dingue. C'est incroyable. C'est une forme de cynisme totalement assumé. Mais c'est quelqu'un d'assez violent. Oui. Alors, il reste quand même le principal actionnaire encore d'Uber, même si aujourd'hui il n'est plus aux commandes. Alors là, avec la nouvelle levée de fonds, je pense qu'on va l'obliger à se diluer. Donc, c'est-à-dire qu'il aura non seulement perdu la direction, mais probablement une partie du contrôle de la société. Mais il a été assez malin quand même pour s'attribuer des droits de vote double ou triple, je crois, de mémoire. Donc, bien conséquent. Oui, quand même. Donc, il n'est plus aux commandes, mais en réalité, il l'est toujours un peu. Et il est dans l'ombre. Voilà, exactement. Il ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Et Uber n'a pas du tout arrêté son projet de voiture autonome. Non, et ils viennent d'acheter, je crois, plusieurs dizaines de milliers de voitures pour les équiper en lidar, etc. Donc la voiture autonome chez Uber, c'est toujours d'actualité. Et évidemment, même si ça va leur coûter peut-être quelques milliards. C'est clair. Et puis c'est une annonce un peu positive dans cet océan de dossiers un peu puants qui sortent les uns après les autres. Et peut-être qu'il y en aura d'autres dans les semaines ou les mois qui viennent. Oui. Merci beaucoup Eric. Merci. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de ZeroNet.com, Emmanuel Paquette de l'Express. Merci d'être venu. Rappelons que l'Express fait partie maintenant de l'entité de notre groupe, Altis, Next Radio, etc. Et on est ravis de t'avoir de temps en temps dans De quoi je me mêle, Emmanuel. Et vous restez avec nous, la suite
de quoi je me mêle en version audio et vidéo. Ça sera avec Victor. On va parler d'objets connectés pour la maison, de smartphone, de smart home, pardon, et non pas de smartphone. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.